Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de proposer. C'est un format que je n'ai jamais fait sur la chaîne, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de proposer ça chaque année, en chaque fin d'année, de faire un petit récap des principaux produits sortis durant cette année 2025 dans le monde de la photo et de la vidéo. L'idée c'est de parler un petit peu de toutes les marques, de faire un condensé de toutes les actualités et aussi mentionner le fait que certaines marques n'ont pas renouvelé leurs produits en 2025. C'est l'occasion de se questionner sur ce que pourrait être potentiellement 2026. Alors cette vidéo elle m'a demandé quand même pas mal de temps de préparation, le temps de lister tous les produits et surtout de les classer par ordre chronologique parce que c'est comme ça que je vais les présenter. Il est possible que j'ai oublié de parler de certains produits, dans ce cas l'espace commentaire est là pour ça, n'hésite pas. Il se peut que j'en ai loupé, il n'y a pas de souci. Et si jamais tu envisages d'acheter du matos, n'hésite pas à passer par la boutique ipln.fr et renseigner mon code créateur Nico au moment du panier. Moi je touche une petite commission sur les ventes, ça m'aide vraiment au quotidien. Un grand merci à toi. Alors cette vidéo elle est divisée en deux. La partie que tu regardes ici concerne les boîtiers sortis en 2025. Il y a également une autre vidéo dans laquelle je parle de tous les objectifs sortis cette année. Allez, on commence tout de suite et ça va aller par ordre chronologique comme je l'ai dit. Cette année 2025 a commencé par la sortie du OM3 chez OM System en février. Look rétro, capteur empilé micro 4 tiers de 20 millions de pixels, compact, stabilisation au top, super autofocus, orientation photo, vidéo. Ce boîtier a vraiment tout pour plaire pour les amateurs de belles images. OM System, c'est malheureusement une marque qui n'est pas sur le devant de la scène, mais c'est une marque qui continue à vendre des produits, la preuve avec ce OM3 qui complète très bien leur line-up de boîtiers. Et on poursuit avec Fujifilm qui a sorti le GFX 100 RF, un moyen format compact avec un capteur de 100 millions de pixels, optique fixe de 35 mm équivalent full frame 28 mm. C'est le moyen format numérique le plus léger au monde, une qualité de fabrication exceptionnelle, un produit ultra luxe pour les amateurs de belles images parce que 5500 € ça pique un peu. On reparlera de Fuji dans quelques instants. Nikon a aussi fait parler de lui en 2025 avec notamment la sortie du Z5 II en avril. Il s'agit d'un boîtier hybride plein format, le successeur du Z5 tout simplement. Processeur Expeed 7, AF et vidéo améliorée, capteur CMOS rétroéclairé de 24,5 millions de pixels, de la rafale 30 images par seconde et une excellente montée en ISO, stabilisation sur 5 axes. En vidéo, il enregistre en NRAW 4K 60 10 bits directement sur carte SD et c'est on va dire l'entrée de gamme full frame chez Nikon. On retrouve ce produit boîtier nu à 1789 €. Pas plus tard que 2 semaines après, on a eu Canon qui nous a annoncé la sortie du R50V. C'est d'ailleurs le second boîtier qui filme ce plan que tu vois juste ici. D'ailleurs, j'en profite, si jamais une review de ce produit t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Je ne l'ai pas présenté en vidéo, mais c'est un produit que j'utilise beaucoup ici au studio. Il est très pratique. Et pour te le présenter plus rapidement, il s'agit d'un boîtier APS-C axé essentiellement sur la vidéo. Il est très léger, très compact, il peut être amené partout. Pour du vlog notamment, c'est très pratique. On a de la 4K 60, 422 10 bits en C-Log 3, très bonne stabilisation, bonne montée en ISO. Pour un kit à moins de 1000 €, c'est un super choix en vidéo pour les débutants ou pour un boîtier complémentaire ou pour les réseaux sociaux. Toujours en avril, on change de marque, on passe chez Pana avec le Lumix S1R Mark II, boîtier plein format haute résolution, 44,3 millions de pixels, conçu pour les créateurs, on va dire, les plus exigeants en photo et en vidéo. Dedans, on a un mode haute résolution, 177 millions de pixels, il filme en 8K 30 images secondes, en 4K 120 avec 14 stops de plage dynamique, autofocus à détection de phase avec IA. On a aussi de la 5,8K Apple ProRes RAW sur carte CF Express Type B, une stabilisation capteur exceptionnelle jusqu'à 8 stops, son design tropicalisé et résistant au gel, viseur OLED 5,76 millions de points. Clairement, il y a tout, c'est le flagship de chez Pana, c'est un produit haut de gamme très polyvalent au prix de 3600 € et on a accès à tous les objectifs de la monture L. Je pense bien entendu aux marques tierces type Tamron et Sigma. En parlant de Sigma, la transition elle est toute trouvée, ce boîtier a beaucoup fait parler, il s'agit du Sigma BF. Alors c'est un hybride plein format compact sculpté dans un bloc d'aluminium, un poids de 446 grammes avec la batterie, donc c'est très léger. Il a été pensé vraiment pour l'essentiel. Un capteur de 24,6 millions de pixels, écran tactile fixe, pas de viseur, une ergonomie très minimaliste, réduite à 3 boutons plus molette. Il filme jusqu'en 6K et stocke les données sur 230 Go interne et adopte la monture L bien sûr pour s'associer à de nombreuses optiques. Bref, c'est un boîtier vraiment pour les puristes, davantage un outil de style selon moi plutôt qu'une machine optimisée pour de la prod.
prod, mais sait-on jamais. Alors on reparle vite fait de OM System qui arrive en juin avec le OM5 Mark II. Il reprend l'essentiel de l'OM5 de 2022, à savoir un capteur micro 4 tiers de 20,4 millions de pixels, processeur Tropic, stabilisation jusqu'à 7,5 stop, écran orientable, viseur OLED, tropicalisation. Il est compact et robuste, ça reste un boîtier pensé pour l'aventure. Les nouveautés elles vont porter surtout sur l'ergonomie, donc port USB-C, grip améliorée, bouton dédié au mode de photo computationnel et un mode de vision nocturne. En vidéo, il va conserver la 4K 30 mais on ajoute de la Full HD 120, un enregistrement illimité, le profil log et 2 rendus OM Cinéma avec le tally lamp et le cadre rouge. C'est pas une grosse révolution mais c'est une évolution plus ciblée qui améliore nettement le confort d'usage. Allez, deuxième boîtier Pana également qui fait son apparition en 2025, il s'agit du S1 Mark II. Donc ça y est, cette année a vu toute la gamme flagship se renouveler. Il sort au prix de 3500 balles. C'est un hybride plein format ultra polyvalent pensé pour photographes et vidéastes pro. Il embarque un capteur plein format 24 millions de pixels semi-empilé pour plus de réactivité, une rafale électronique jusqu'à 70 images par seconde et c'est surtout en vidéo que c'est du très haut niveau, donc 6K Open Gate de la ProRes RAW, 4K 120, plage dynamique jusqu'à 15 stops. Le boîtier il est très robuste, il est bien construit, stabilisation sur 5 axes, il offre un mode de haute résolution 96 millions de pixels pour de la photo sur trépied. Donc c'est l'idéal en fait si jamais tu recherches un appareil capable de tout faire en vidéo comme en photo, mais un poil moins pertinent si jamais tu vises la compacité ou la haute résolution. Et on arrive maintenant chez Sony qui jusqu'alors était très silencieux et qui a fait couler aussi beaucoup d'encre grâce ou à cause de ce boîtier. Il s'agit de la FX2, où c'est on va dire une porte d'entrée dans le vrai look cinéma, sans le budget d'une caméra cinéma bien sûr. C'est ce que souhaitait peut-être Sony avec la FX2 qui sort au prix de 3200 €. Donc capteur plein format de 33 millions de pixels stabilisé, autofocus IA ultra réactif, une ergonomie pensée pour les solo créateurs avec notamment le viseur inclinable et la poignée XLR optionnelle. Elle filme en 4K 60 avec un crop Super 35. Elle prend en charge le S-Log 3, le S-Cineton, les LUT, sortie RAW en 16 bits via HDMI, plage dynamique de 15 stops. Vraiment de quoi séduire les vidéastes les plus exigeants. En fait, c'est une cam qui va être adaptée plus pour du run and gun ou du tournage en solo sans très gros setup. Côté compromis, 4K 60 reste en crop. Rolling shutter peut se faire sentir et aussi l'absence d'enregistrement direct sur SSD peut limiter aussi les flux intensifs comme c'est le cas sur des grosses prods. On reste chez Sony avec un autre boîtier qui a pas mal fait parler également de par son prix, c'est le RX1R Mark III. Outre son nom imprononçable, on est ici sur un compact plein format muni d'un capteur de 61 millions de pixels, rien que ça, ce qui en fait un des compacts les plus haute définition du marché. Il conserve l'optique fixe intégrée de 35 mm f2 issu de la lignée RX1. D'ailleurs, il succède 10 ans plus tard au Mark II et ce qui le rend extrêmement compact et transportable parce qu'il pèse 498 grammes seulement. L'objectif fixe et la compacité en font un appareil idéal pour la street photo, le voyage ou le reportage discret, tout en délivrant une très grande qualité d'image du fait de sa haute résolution. Par contre, plusieurs compromis, pas de stabilisation intégrée, écran viseur un peu limité en termes de résolution, l'absence de zoom, donc flexibilité réduite par rapport à un hybride à optique interchangeable qui sont aussi beaucoup moins chers. Parce que oui, le prix il pique un peu, 4900 €, ce qui le place dans une gamme de ultra luxe pour photographes exigeants et passionnés, plus que pour un usage casual. Alors on repasse chez Fuji car cette année ils ont sorti le X-E5. Je pense que Fuji a de loin la gamme de boîtiers APS-C la plus aboutie. Ils ont sorti ici un boîtier qui reprend tout ce que les gens ont aimé sur le X106 avec en prime la possibilité d'avoir des optiques interchangeables. Il embarque un capteur APS-C X-Trans de 40 millions de pixels stabilisé, donc la première stabilisation pour la gamme XE, ce qui, couplé à l'optique XF 23 mm f2.8 Pancake, permet de garder un encombrement très réduit proche du X106 justement, tout en conservant la flexibilité des optiques interchangeables. Son style et son ergonomie visent les amateurs de photos de rue, de voyage ou de reportage cherchant un appareil compact, efficace et agréable à utiliser. Petit point à noter, le tarif il est en hausse. Je pense que Fujifilm jongle sur la hype des produits précédents, mais l'investissement s'explique aussi par la montée en gamme, capteur, stabilisation, flexibilité optique. Franchement, j'aimerais beaucoup tester ce produit, dis-moi si jamais ça t'intéresse. On arrive maintenant au mois d'août. Généralement, l'été c'est un peu plus calme niveau sortie boîtier, mais pas chez Hasselblad qui nous sort le X2D 100C. Sans déconner, les noms à rallonge, là je commence à en avoir un peu marre. On est ici sur un moyen format de 100 millions de pixels, pensé pour offrir la meilleure qualité d'image possible. Dynamique exceptionnelle, couleur somptueuse, fichier en 16 bits. C'est un boîtier qui est clairement taillé pour le paysage, le portrait très haut de gamme ou la photo artistique. Il gagne enfin un AF continu moderne avec un suivi de sujet, une stabilisation jusqu'à 10 stops, une ergonomie revue, ce qui le rend un petit peu plus polyvalent que les précédentes générations, mais c'est un appareil qui est conçu uniquement pour la photo. Il n'a pas de vidéo. La rafale est très lente, le prix est très élevé, environ 7200 € boîtier nu. En clair, c'est une machine d'exception pour ceux qui veulent vraiment la qualité ultime plutôt
qu'un boîtier polyvalent. Et on arrive à la rentrée de septembre où les actualités ont été un petit peu plus mouvementées. On a eu dans un premier temps l'annonce de la Canon C50, la review elle est dispo sur la chaîne. En gros, pour résumer, boîtier de la gamme Ciné Canon, capteur plein format 33 millions de pixels non stabilisé, open gate en 7K, du RAW, de la 4K 120, double ISO natif, poignée avec module XLR. C'est très complet en vidéo et ça l'est aussi tout autant en photo avec les toutes dernières fonctionnalités d'autofocus. Rafale 40 images par seconde, il sort au prix de 3700 €. Le lendemain, on a eu ce qui pour moi est le boîtier qui a le plus fait parler en 2025. C'est le premier boîtier issu de la collaboration Nikon-Red. Il s'agit du Nikon ZR bien entendu. Pour l'avoir un tout petit peu pris en main, moi je dois dire que j'ai été très impressionné par ce produit. On est sur un plein format de 24,5 millions de pixels, capable de filmer jusqu'en 6K 60 en RAW. On a le Red Code, on a le N-RAW, on a du ProRes RAW avec une large plage dynamique et une colorimétrie héritée de chez Red, ce qui est une première chez Nikon. Le boîtier est compact et léger, vraiment stabilisé sur 5 axes avec un écran de 4 pouces orientable très lumineux, c'est très agréable à utiliser. L'autofocus est vraiment très bon aussi. Et là où les autres marques stagnent un petit peu dans ce domaine, Nikon ajoute un argument de poids, l'enregistrement en audio 32 bits flottante, idéal pour les tournages solo sans risque de saturation, compatible bien entendu monture Z, mais toutes les autres montures du marché, quasiment grâce à la bague Megadap. La ZR veut être une caméra run and gun professionnelle pensée pour tout type de prod, je pense que c'est le cas. En résumé, c'est une cam accessible qui mélange un écosystème optique et une expertise colorimétrique pour offrir un rendu ciné dans un format ultra compact. Et perso, je préshot, ça va être un des best-sellers de l'année 2026. Le X-T30 Mark III annoncé en octobre 2025 conserve le format compact et léger de ses prédécesseurs, mais il s'améliore sous le capot avec un capteur APS-C 26,1 millions de pixels X-Trans CMOS et surtout le nouveau processeur X-Processor 5, autofocus beaucoup plus réactif avec détection de sujets, traitement d'image plus rapide et aussi des capacités vidéo bien plus sérieuses que les prédécesseurs, de la 6,2K 30 images par seconde, de la 4K 120 ou 1080-240 pour le ralenti. Son design, il reste un peu dans l'esprit rétro hybride Fujifilm avec un viseur électronique, écran inclinable, molette de simulation de film redessinée pour un accès rapide au rendu colorimétrique, ce qui en fait un boîtier polyvalent, que ce soit en photo de rue, voyage ou vidéo lifestyle. Bon, en bref, le X-T30 Mark III, c'est pas forcément une révolution, mais il combine compacité, réactivité et polyvalence. C'est un excellent choix pour ceux qui veulent un hybride APS-C réactif, capable aussi bien de faire de la photo comme de la vidéo, sans alourdir le sac. Et pour moi, je l'ai déjà dit, Fuji, c'est le leader en APS-C. Allez, une marque dont on n'a pas du tout parlé pour l'instant et qui a sorti un banger cette année, il s'agit du Ricoh avec le très attendu GR4. Alors je sais pas si beaucoup de monde pense comme moi, mais Ricoh, je pense qu'ils ont profité un peu de la hype exceptionnelle qu'il y a eu autour des Fujifilm X105 et X106. Ces boîtiers-là, ils étaient tellement en rupture de stock que les utilisateurs ont commencé à regarder ce qui se faisait ailleurs. Il s'avère que Ricoh proposait le GR3 depuis 2019, à croire que personne ne le savait, période où les compacts numériques n'étaient pas du tout à la mode. Aujourd'hui, on va dire que c'est plus le cas et le Ricoh GR4 en est le parfait exemple. Il est ultra discret et compact, 262 grammes avec un capteur APS-C de 26 mégapixels et un objectif fixe équivalent à 28 mm, pensé pour de la street photo et le voyage. Il gagne en qualité d'image grâce à un capteur rétro-éclairé, un nouvel objectif plus net sur les bords de cadre, une très haute montée en ISO, un autofocus hybride plus réactif, une stabilisation sur 5 axes, tout ça dans un format qui loge dans une poche. Donc ergonomiquement, c'est très simple, très facile. Niveau vidéo, par contre, on est limité au Full HD, on a de la rafale qui est lente, on a une absence de viseur. Pour moi, c'est plus un outil pour les puristes de la photo, pas un appareil polyvalent. En résumé, le GR4, c'est fait pour les photographes de rue, les voyageurs, ceux qui veulent un petit peu disparaître dans la foule. Ça va être un compagnon discret, efficace, prêt à déclencher à tout moment. Et on reste dans la photo, on va parler de Leica qui a annoncé le Leica M EV1, le premier boîtier M à intégrer un viseur électronique. Il conserve le même capteur plein format de 60,3 millions de pixels et le processeur du M11 avec la même qualité d'image, tout en offrant des aides à la mise au point. On a du focus picking, zoom de visée. Le rendu, il reste celui d'un Leica pur avec une mise au point manuelle. On est sur une finition haut de gamme, pas de vidéo par contre, pas de stabilisation, cadence en rafale très faible, 3 à 4 à 5 images par seconde, ce qu'il destine avant tout à la photo posée ou contemplative. C'est un boîtier pour ceux qui recherchent la finesse, le contrôle manuel et l'image raffinée avec le confort apporté par le viseur électronique. Et on est loin d'un produit bon marché parce que 7950 € boîtier nu, c'est le boîtier le plus cher de cette vidéo tout simplement. Avant-dernier boîtier sorti cette année, c'est tout récent, on est au mois de novembre, on est chez Canon. Le R6 Mark III est annoncé, c'est un hybride plein format de 32,5 millions de pixels. Par ailleurs, il reprend le capteur de la C50, rafale en photo en RAW de 40 images par seconde, autofocus de dernière génération, reconnaissance de visage, bref, c'est vraiment du très costaud niveau AF. Niveau vidéo, ça l'est tout autant, 7K 60 en RAW, du C-Log 2, de l'Open Gate, un capteur stabilisé, 4K 120
1.1 sans crop. En bref, il reprend tout ce qui est déjà présent sur la C50 et ajoute en plus un viseur, une stabilisation et il coûte 1000 € moins cher. C'est un vrai upgrade par rapport au R6 II que je possède depuis 3 ans et avec lequel je travaille non-stop. Pour le coup, je connais très bien ces boîtiers et cet écosystème. Je prépare une vidéo sur la chaîne, ça devrait arriver très bientôt. Et on termine avec le boîtier sûrement le plus attendu de cette année, le Sony A7 V. Ça fait longtemps que les rumeurs circulent, il est enfin présent. C'est tout simplement le successeur du best-seller, le Sony A7 IV. Certains le critiquent à fond, d'autres l'ont acheté dès sa sortie. Ce qu'on peut dire, c'est que Sony nous propose aujourd'hui un des boîtiers les plus aboutis de sa gamme. Pour moins de 3000 €, on a un capteur semi-empilé de 33 millions de pixels, un AF piloté par l'IA, une rafale en photo jusqu'à 30 images par seconde sans blackout, idéal pour figer l'action la plus rapide. En vidéo, on a de la 4K 60 sans crop, de la 4K 120 avec un crop APS-C, ce qui pour moi est sûrement la meilleure qualité de 4K aussi pour un boîtier à moins de 3000 €. Un rolling shutter réduit, un écran sur 4 axes pensé pour toutes les prises de vue. Alors ok, on n'a pas d'open gate, ok, on n'a pas de RAW, ok, on n'a pas d'audio en 32 bits, mais finalement, est-ce que tout ça c'est si important pour un professionnel? On cherche avant tout un boîtier qui est capable de nous délivrer des images de qualité. C'est le cas ici, c'est un boîtier fiable. L'écosystème Sony, on connaît, le parc optique, on connaît. Il n'y a certes pas de prise de risque, tout comme le R6 III aussi, mais les constructeurs, ils veulent proposer, je pense, le boîtier le plus abouti dans cette gamme de prix. Je pense qu'on a ici, entre le R6 III et le Sony A7 V, deux futurs best-sellers. Ce sont pour moi les deux grosses sorties de cette année et c'est des boîtiers qui vont fonctionner en 2026, il n'y a aucun doute. Donc voilà, au total, ce sont 19 boîtiers annoncés durant cette année, ça fait un peu plus de 1,5 par mois. Alors je sais pas si c'est plus ou moins que l'année d'avant, en tout cas ce que je peux remarquer, c'est que toutes les marques cette année sont représentées. Est-ce que c'est un signe que l'industrie va bien? Ça c'est assez compliqué d'y répondre honnêtement, mais j'imagine que si des boîtiers sortent, ça veut dire qu'il y a de la demande. On le voit chez les marques principales, Canon, Sony, Nikon, Pana, tous les boîtiers qui sont sortis cette année étaient très attendus et je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils se vendent durant les prochaines années. Et même sur les marques moins mainstream, on va dire, on a d'excellents produits qui se vendent très très bien, donc j'imagine qu'on a une demande qui est en hausse également. Alors par contre, on remarque quand même quelques petits absents, pas tant au niveau des marques, mais au niveau de certaines gammes. Moi je pense au Canon R7 II, gamme APS-C Canon qui date un petit peu. Les rumeurs annonçaient une sortie pour 2025, je pense plutôt que ce sera pour 2026, de toute façon maintenant on n'a plus le choix, on suivra ça en tout cas. Pareil pour Sony, certaines gammes sont assez vieillissantes. La 7S III date de 2021, la 7R5 de 2022, la 6700 de 2023, la FX3 également commence à être assez datée. Alors je sais pas si toutes ces gammes seront renouvelées, j'imagine que oui. En général, le cycle de renouvellement d'un boîtier c'est entre 3 et 5 ans. Chez Sony c'est plutôt 4 ans, donc j'imagine que certains boîtiers Sony verront le jour en 2026. Chez Pana, on l'a vu, ils ont bien renouvelé leur gamme plein format. On a aussi le S5 II et le S5 IIX et le S9 qui continuent à très bien se vendre, donc je n'imagine pas de mise à jour de ces boîtiers dans un futur proche, en tout cas pas en 2026 c'est sûr. J'ai pas d'infos, je suis comme tout le monde. Et en ce qui concerne la gamme GH, G9, pour ce qui est du micro 4 tiers, je sais qu'il y a une très grosse communauté de personnes qui utilisent du micro 4 tiers aussi bien en photo qu'en vidéo. Je sais pas du tout quelle est la tendance du marché, je sais pas non plus si la marque souhaite développer davantage de boîtiers avec cette taille de capteur ou pas. Moi ma take c'est que d'ici quelques années, on verra de moins en moins de boîtiers micro 4 tiers. Ce sont des capteurs qui iront plus dans des drones, c'est déjà le cas d'ailleurs, mais aussi et surtout dans des action cam haut de gamme. Je pense notamment à la Insta360 One Inch. J'imagine bien une cam similaire d'ici quelques années avec un plus gros capteur. Ça permettrait justement aux caméras 360 de pouvoir s'implémenter complètement dans un workflow professionnel. Aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu juste. Et pour les boîtiers, le plein format restera le standard, même si je pense que le moyen format deviendra peu à peu de plus en plus accessible financièrement. Mais la norme a toujours été le 24-36. Je pense que ce n'est pas prêt de changer. Donc voilà, c'était une vidéo très chill, débrief, analyse. Comme d'habitude, moi je suis ouvert au débat, on discute de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à me dire quel boîtier tu attends pour 2026, quel est le boîtier qui t'a le plus marqué en 2025 aussi. Et si jamais tu veux la suite de cette vidéo, je te laisse cliquer sur la deuxième partie qui s'affiche juste ici, qui parle des optiques sorties en 2025.